Bonjour Bertrand Vergely. Bonjour. Donc vous êtes universitaire, vous êtes... Écoutez, je suis professeur en classe préparatoire aux grandes écoles. Je dis, en fait, j'étais parce que je viens de prendre ma retraite, mais j'ai enseigné pendant 40 ans, à la fois dans le secondaire et dans les classes préparatoires aux grandes écoles. Un philosophe? Je suis philosophe et j'aime bien dire même artisan philosophe. Comme souvent on me dit, vous êtes théologien, vous êtes philosophe. Non, je suis un philosophe qui, dans la grande tradition philosophique, pense avec Dieu. Je considère que je suis ni théologien ni philosophe, j'essaye de travailler un peu. Il existe des philosophes athées? Oui, la grande partie aujourd'hui du monde intellectuel a perdu cette relation avec Dieu qui était en même temps au cœur de la métaphysique et de la grande philosophie. Voilà. On dit parfois que 50% des intellectuels sont croyants, d'autres athées. Enfin, ça se Il n'y a pas partage. 50% de croyants parmi les intellectuels. Beaucoup, la majorité aujourd'hui, sont très sceptiques, mais ils ne sont pas tellement athées. Bon, il y a des athéismes théoriques, mais il y a surtout énormément de scepticisme à l'égard de la religion. Conséquence qu'a le religieux dans le monde, c'est-à-dire un peu depuis le 18e, une sorte de réticence à l'égard du religieux, parce que religion égale fanatisme. Je pense que la majorité des intellectuels sont davantage anti-fanatiques que athées, au sens où il n'aurait plus aucun sens de la beauté, de la splendeur qui existe dans le monde, avec un certain rapport mystique à la beauté. Il y a beaucoup de gens qui disent ils sont mystiquement liés à la beauté, mais pour des raisons morales et politiques, ils seront très éloignés de la religion. Il existe parfois un mysticisme laïque? C'est-à-dire qu'il y a une grande morale laïque. La morale laïque, c'est la civilisation, la culture, la société, dans lesquelles il y a des gens qui se dévouent avec énormément de qualité, de générosité. C'est ça qu'on appelle la morale laïque. La morale laïque, c'est qu'à un certain moment, j'essaye de faire le maximum pour le bien-être des sociétés et j'essaye d'avoir une conduite morale. C'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler la religion du monde laïque, c'est la religion républicaine, la religion morale, la religion de la solidarité, la religion de l'humanisme. Voilà. Parlons un peu de vos ouvrages. Je vois Destruction du réel. La destruction du réel. La fin programmée de l'humain a-t-elle commencé? Oui. On voit actuellement une jeune Suédoise qui nous annonce des choses pas très réjouissante pour la Terre et qui nous prévient. Alors, c'est un peu différent. C'est-à-dire, Greta Thunberg est quelqu'un qui, tout d'un coup, un petit peu comme Jeanne d'Arc ici, et propose une espèce de croisade écologique. Elle dit, attention, la planète est en danger à cause des ravages qu'on a fait dans la nature. L'idée est un peu la suivante. Nous assistons aujourd'hui à la fin de quelque chose qui commence à la Renaissance, et qui est la face noire de l'humanisme, c'est-à-dire, à un certain moment, la culture occidentale dit au revoir à la vérité. Elle dit au revoir à la réalité, et pour elle, ce qui compte et ce qui est vrai, c'est ce que l'homme peut inventer. Donc, si vous voulez, elle ne veut pas qu'on lui impose un modèle ou une réalité, et elle se débarrasse de la réalité et de la vérité. Ce qui est catastrophique. Il faut deux choses dans la vie. Il y a quelque chose qui vient de nous, et il y a quelque chose qui ne vient pas de nous. Qu'est-ce qui ne vient pas de nous? C'est que la vérité. C'est que la réalité nous est donnée, la vie nous est donnée, qu'il y a des données fondamentales à partir desquelles on peut construire. Ensuite, il y a des choses qui viennent de nous. Aujourd'hui, la tentation, ça serait d'éliminer totalement la part qui est donnée et de faire en sorte qu'il n'y a plus de réalité. Et c'est quelque chose d'assez actuel. Il y a un des gros problèmes aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les fake news. C'est-à-dire que, il y a un monde qui considère qu'au fond, la vérité, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qui nous plaît, c'est ce qui marche. Et donc, si on fait un montage qui est réussi et qui plaît à beaucoup de gens, ben, c'est plus important que ce soit vrai. Et donc, il y a... alors, je suis très opposé à cette vision des choses. On arrive dans le conte un peu de... Ah, ben, on arrive vers le mensonge. Ce serait magnifique. Oui. Je suis pour les contes. Mais on est devant quelque chose de mensonger. Oui. Et je m'aperçois qu'on est en train de liquider l'homme, la vérité, puis l'origine. Il n'y aurait pas d'origine. L'homme n'existerait pas. Et puis, la vérité n'existerait pas du tout. Et là,
Vous voyez, à un moment, j'essaye de comprendre la généalogie de ce qui ne va pas. Et je trouve qu'il y a un certain nombre de projets sociétaux dans lesquels on est engagé et une philosophie avec laquelle il faut savoir ce que vous êtes d'accord ou pas. Par exemple, est-ce que vous êtes d'accord de penser que l'homme est une machine, que la machine peut devenir humaine, que l'homme est un animal, qu'on va supprimer la différence qu'il y a entre l'homme et l'animal? Là, à un moment, on me demande, est-ce que vous êtes d'accord? Je dis non. J'explique pourquoi ceci me paraît une forme de délire. Voilà. On voit parfois la nouvelle société chinoise que tous les gens sont surveillés, oui. Leur téléphone ils sonnent avec une certaine sonnerie, oui. S'ils ont fait un délit, oui. S'ils ne sont pas d'accord, s'ils n'ont pas payé leurs dettes, ils sont affichés au cinéma. Oui. Les caméras les reconnaissent dans la rue, oui. Les identifient et les mettent en haut des panneaux géants s'ils sont repérés. C'est un monde incroyable, encore est presque du cinéma de science-fiction. Je l'avais décrit dans un de mes ouvrages qui s'appelle La tentation de l'homme-dieu. Et la tentation de l'homme-dieu, je disais, il y a 3 tentations à l'intérieur de notre monde. C'est la liberté totale, l'égalité totale et la sécurité totale. Et sous prétexte d'être dans la sécurité, on rentre dans un monde de surveillance généralisée. Et ça, c'est la face noire de l'intelligence artificielle, où on s'aperçoit qu'au fond, il y a l'idée de vous filmer, de vous capter en permanence toutes vos informations pour soi-disant votre bien et votre sécurité. Et on rentre dans un dispositif sécuritaire. Alors il y a quelque chose qui est assez remarquable, c'est le GPS. Et le GPS, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Simplement, le GPS, ça peut signifier aussi qu'il y a des caméras en haut qui sont en train de nous surveiller et quelque part qui sont en train de noter tous nos paramètres. C'est la raison pour laquelle ils vendent ces paramètres à des gens qui vont vous expédier des pubs en fonction d'une analyse de vos goûts. Et puis, tout d'un coup, il y a les compagnies d'assurance qui surveillent votre santé, puis il y a la police, et puis il y a l'État qui vous surveille. Et le communisme totalitaire chinois a compris l'usage qu'il pouvait retirer de l'intelligence artificielle. L'intelligence humaine a trouvé parfois des parades. Par exemple, si je vous donne l'exemple de la police scientifique, on dit que l'ADN est la reine des preuves, et certains criminels ont bien compris ça, et ils ramassent des cheveux chez le coiffeur, ils ramassent tous les mégots et ils polluent la scène de crime. Oui. Et donc ça fait des investigations multiples, et les enquêteurs actuellement ont compris que certaines parades existaient pour des personnes qui ont fait des actes malveillants, et ils ont compris, leur intelligence les a amenés à contrer ces phénomènes-là. Et l'ADN n'est plus vraiment toujours la reine des preuves. On peut faire accuser quelqu'un en déposant de l'ADN quelque part. C'est très juste, c'est-à-dire qu'on a cru à un moment l'ADN était effectivement la preuve, c'est toujours une preuve, simplement comme les grands délinquants et les criminels sont très malins, ils brûlent les pistes. Vous voyez, donc on a affaire ici, si vous voulez, aux effets de certaines découvertes. On fait une découverte, puis on s'aperçoit, comme toujours, qu'à un certain moment, ce qu'on pourrait appeler les forces du mal se saisissent de l'affaire pour le détourner. Tout est détourné. Et là, en parlant de la destruction du réel, en revenant à votre ouvrage, vous pensez que l'humanité va disparaître? Écoutez, je pense qu'il va falloir à un moment, si on veut survivre sur la planète, il va falloir repenser totalement le mode de vie, c'est-à-dire combien de milliards vont pouvoir vivre sur cette planète. C'est le problème numéro 1, c'est le problème de la démographie. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a des signaux d'alerte qui sont en train d'être lancés en disant, faites très attention, on ne peut pas quand même, si vous voulez, quand on annonce que par exemple d'ici les prochaines 20 années, la population de l'Afrique va doubler et passer de 1 milliard à 2 milliards, ça va poser des problèmes humains terribles et savoir comment on va pouvoir faire pour gérer tout ça. Donc, alors je crois, si vous voulez, que heureusement, les êtres humains sont intelligents et sont en train de réagir assez vite par rapport aux signaux d'alarme qui sont lancés. Donc je crois que c'est surtout cela qui est intéressant. Parce que les animaux savent le faire. Oui, lors du tsunami, ils étaient les premiers à
quitter le bord de la mer pour monter vers les hauteurs, et donc à se protéger. Donc si vous voulez, je crois qu'il faut être vigilant en disant faites très attention, si on continue à fonctionner d'une manière aberrante, là on risque vraiment d'être en danger. Alors on n'est pas encore en danger, on a vraiment intérêt à réagir et à utiliser le meilleur de nous-mêmes. Vous comprenez, c'est ça où il faut, donc il faut trouver un mode de régulation politique qui est sans basculer dans la panique, d'être quand même beaucoup plus responsable qu'on ne l'est. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à l'être. Vous voyez, donc je crois qu'il faut absolument que c'est dans la confiance et pas dans la panique qu'on va pouvoir réagir. La fin programmée de l'humain a-t-elle commencé? Oui. Elle a commencé le 24 octobre 2017 lorsque l'Arabie Saoudite a conféré la nationalité saoudienne à un robot qui était capable de soutenir une conversation humaine. Ça a lancé un message terrible à l'intérieur de l'humanité, à savoir que pour faire un citoyen saoudien, il ne fallait pas un être humain, un robot pouvait faire l'affaire. Il faut faire très attention, il y a aujourd'hui des gens qui sont des spécialistes très talentueux de la robotisation et qui voudraient nous faire croire que le robot peut devenir un homme. Là, on franchit la ligne rouge. Attention, l'homme est une chose, le robot est une autre, et l'homme ne doit pas abandonner au robot sa propre humanité. Donc là, si vous voulez, si on commence à jouer avec ce genre de choses, là c'est suicidaire. Il y a aussi le fait qu'actuellement on parle d'inclure des puces dans les cerveaux des enfants pour qu'ils apprennent mieux. Ce sera des enfants qui ne seront pas robots, mais ils seront un peu humains. C'est-à-dire, c'est pas l'enfant qui sera intelligent, c'est la puce qui sera intelligente. Et donc, à un certain moment, moi je préfère un enfant moins intelligent, mais qui est un vrai enfant, plutôt qu'un enfant très intelligent qui n'est plus un enfant. Et donc, ça veut dire qu'à un certain moment, il faut arrêter d'avoir des projets idiots, qui sont des projets de surpuissance et qui parlent à la plus mauvaise partie de nous-mêmes. Parce que, à mon point de vue, c'est pas le robot l'avenir, c'est le mélange robot et génétique. Mais on veut fabriquer, on joue. C'est de voler. Actuellement, vous avez affaire à certains qui se prétendent scientifiques ou chercheurs, ils sont en vérité des joueurs, qui sont en train de tout manipuler pour... et ça, c'est un truc complètement ludique, extrêmement, mais complètement faux, humainement parlant. Tiens, disait, il vaut mieux rater et bien raisonner que réussir en ayant mal raisonné. Bien, il vaut mieux une humanité qui est réelle et qui n'est peut-être pas super intelligente qu'une humanité qui est super intelligente et qui est totalement irréelle. Et je crois qu'il faut arrêter, parce qu'actuellement, ceux qui font ça sont des irresponsables, malveillants, qui parlent à la plus mauvaise partie de nous-mêmes et qui sont assoiffés de pouvoir et d'argent. On parle aussi de clonage homme-animal. Oui, mais ça s'appelle des chimères, fabriquées à partir d'une hybridation entre l'homme et l'animal, et on est complètement cinglé. Est-ce que là, on est dans la transgression, vous comprenez? C'est-à-dire on se permet tout, et finalement on joue avec l'homme comme si c'était un être indéfiniment manipulable. C'est-à-dire, il y a quelque part, ça c'est la destruction de l'humanité. C'est-à-dire la destruction de l'humanité, c'est pas la disparition physique. La destruction de l'humanité, c'est quand on vous dit, au fond, avec l'homme, on peut tout faire, on peut le mélanger avec la machine, on peut le mélanger avec l'homme, et puis on peut le manipuler en tous sens. Là, et ça c'est une discussion philosophique. C'est une vieille réflexion, puisque les chimères, on les voit sur toutes les cathédrales, on les voit. Oui, même dans le monde antique, dans les lycées, il y a des chimères. Oui, c'est la confusion, c'est le monde de la confusion, et un moment de jouer avec tout. Alors là, on est devant quelque chose qui est particulièrement dangereux, mais les gens n'y voient que du feu parce qu'on masque tout derrière la recherche et le progrès. Or, la recherche et le progrès, de qui et de quoi? Il faudrait quand même que l'homme existe, et la caractéristique de l'homme, c'est que l'homme existe à partir du moment où on considère qu'il y a des zones inviolables auxquelles on ne touche pas. C'est comme, il n'y a pas de bon crime, il n'y a pas de bon vol, il n'y a pas de bon viol. Là, on parle d'éthique.
Voilà, on parle d'éthique fondamentale. Lorsque quelqu'un pense qu'on peut tout faire, ça veut dire qu'il y a de bons crimes et de bons viols. Qu'est-ce qui nous permet à un moment de vivre? C'est de considérer qu'il y a un viol est inadmissible, quel que soit, et il n'y a pas de bon viol. Il n'y a pas de bonne manipulation qui permettrait de confondre l'homme et l'animal ou l'homme et la machine. Le grand danger, c'est qu'actuellement l'homme a atteint une certaine technicité qui lui permet de réaliser de véritables chimères. Exactement. Et qu'il est pris de vertige devant ses propres performances. Et donc c'est comme quelqu'un qui boit trop. Ben, il faut le mettre dans une cellule de dégrisement et le ramener à la réalité. Et parlons de votre dernier ouvrage, oui. Notre vie a un sens. Alors notre vie, elle a vraiment un sens? Ah oui. Je pense que notre vie a un sens parce que la caractéristique de l'homme, c'est pas d'être dans la matière, c'est d'être dans un monde vivant, et un monde vivant qui est un monde évolutif et un monde qui va en plus, qui est lié à une dimension personnelle et spirituelle. Donc si vous voulez, il faut savoir, est-ce que notre vie n'est reliée à rien, et donc nous sommes un accident de la matière qui vient de rien, qui va vers rien, et qui est de rien, ou est-ce que nous sommes reliés à quelque chose? Nous apercevons que dans le monde est évolutif, il se transforme, et puis quand il se transforme, on s'aperçoit que cette transformation va quelque chose de plus en plus vivant, de plus en plus intelligent, de plus en plus conscient. Donc je pense, si vous voulez, ça c'est un choix philosophique. Certes, il y a des tas de questions, il y a des tas d'objections qui se posent, mais moi, je participe à un monde qui est un monde vivant, qui est un monde profond. Quel est le sens de votre vie? Le sens de ma vie, bien, c'est une mission qui m'a été confiée et qui fait qu'à un moment, il y a une responsabilité morale et spirituelle qui est la mienne. C'est-à-dire qu'à un moment, vous êtes appelé par la vie pour faire quelque chose. J'ai eu le sentiment que d'être appelé par la vie pour enseigner, pour apprendre, pour parler, pour écrire et pour aider les êtres autour de moi à retrouver le sens de la vie quand ils l'avaient perdu et l'approfondir quand ils pensaient l'avoir trouvé. Et donc il y a un moment une mission. Et je pense que chacun est appelé à faire quelque chose de spécifique là où il est avec les qualités qui sont les siennes. Cette mission a une fin? Cette mission, d'un point de vue terrestre, elle a une fin. En soi, elle est ouverte sur l'extraordinaire aventure dans laquelle nous sommes embarqués. Ça nous arrivera à tous lorsqu'on sentira que la vie quitte oui. notre corps. On pensera qu'il y a quelque chose ou c'est fini? Ah, pour moi, il y a fondamentalement quelque chose. C'est l'inouï de la vie que nous avons toujours senti à l'intérieur de nous et que nous pouvons explorer. Et ça, c'est l'expérience de la pensée. On parlait de Dieu au début de l'entretien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'il y a ce qu'on peut appeler la vie divine? C'est une réalité inouïe. Et quand on commence à vivre cette réalité, on est totalement transformé. Donc je pense, oui, mais c'est la grande question. Si vous voulez, pour l'homme, c'est pas évident d'accepter cette dimension et à un moment de pouvoir rentrer dedans. Et c'est ça qui fait cette aventure extraordinaire. Vous voyez. Donc les grands philosophes étaient toujours reliés à la fois à la terre et au ciel. Ils avaient toujours le sens des deux et fonctionnaient avec les deux. Pour apporter une certaine contradiction, oui. Il est prouvé que les religions, c'est ce qui a tué le plus d'hommes sur Terre, si on prend l'histoire du monde. Au nom des religions, c'est là où on a tué le plus d'hommes, le plus de guerres. On peut remonter tous les siècles, c'est effroyable. Quel est votre point de vue? Mon point de vue, c'est que on aurait pu croire que la fin du religieux en Occident aurait amené un apaisement, et nous apercevons que le XXe siècle a été quand même champion en termes de morts, et que quelque part, en un siècle, on a fait quasiment autant de morts qu'on en avait fait pendant des dizaines et des dizaines d'années. On peut dire qu'on l'a fait de façon industrielle même. Hein, industrielle. Oui. Donc si vous voulez, si on prend le nazisme, l'URSS, et puis en même temps la Chine assiste à un bain de sang qui a été dans l'humanité. Alors je crois qu'il faut distinguer d'une part le sens profond de la vie, et puis d'autre part de ce que les hommes en font. C'est pas parce que les hommes font de la mauvaise peinture qu'à un moment on va arrêter la peinture. C'est pas parce que les hommes font un usage effroyable des choses spirituelles qu'on va les arrêter. Donc les religions, à mon avis, les religions qui se basculent dans
le crime, c'est plus des religions, c'est du délire collectif, et ce délire, il existe dans les religieux, dans le non-religieux. Puis à un autre niveau, là, le véritable religieux est une expérience absolument passionnante, et une des plus belles qui soit dans l'humanité, voire et qui est fondamentale. Donc je crois qu'il faut distinguer les choses. Vous savez que si on réunit par exemple un religieux judaïque, juif, et un religieux musulman, et un religieux catholique, protestant, des moines ou des gens qui ont des pensées, et ils ont plein de choses à se dire, ils sont en osmose. Et tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a une résonance qui va de l'un à l'autre, et ça se voit dans les textes mystiques. Parfois, on a l'impression que des paroles qui sont prononcées par des bouddhistes auraient pu l'être par des chrétiens, et les paroles de chrétiens auraient pu l'être par des bouddhistes, vous voyez. Donc, il y a un échange extraordinaire dans l'être spirituel. Mais on parle maintenant de une instrumentalisation de la religion, on pourrait dire une religion qui devient politique. Oui, mais ça a toujours été le cas. C'est-à-dire qu'à un certain moment, voyant le succès du religieux auprès du peuple, et en particulier la capacité d'unifier les gens derrière une croyance, un certain nombre de politiques se sont appropriés le religieux, voire l'ont instrumentalisé. C'est vrai, logico-politique alors, dans le meilleur des cas, qu'est-ce qui se passe? Parfois, ça a permis des bonnes choses, c'est-à-dire que le politique s'est servi de religieux pour le bien de la société. Et ça donne des choses que j'ai vues par exemple en Birmanie où oui, la religion est un phénomène social et politique, oui, mais c'est aussi là où les gens apprennent à méditer et ils apprennent la sagesse. Et donc il y a eu cette relation entre les deux. Et puis parfois, il y a une instrumentalisation politique de la religion qui est catastrophique et qui devient une dictature. Mais attention, la relation entre religion, société et politique n'est pas toujours négative. C'est-à-dire qu'à un certain moment, le politique, ben oui, il va dire, qu'est-ce que va dire politique? C'est bien que le monde est une religion, parce que c'est bien que le monde est une sagesse. Bon, c'est tout bénéfice pour la religion, et puis finalement, c'est tout bénéfice pour la société. Donc je crois qu'il faut distinguer, il faut voir. Dans l'histoire de France, par exemple, on peut dire que les premiers hôpitaux, c'était des hôpitaux religieux. Et ensuite, par contre, le roi était là au nom de Dieu, donc il pouvait faire à peu près n'importe quoi, parce qu'il était désigné au nom de Dieu. Oui. C'est-à-dire que vous avez une chose qui était la monarchie absolue, qui à un moment a fait totalement dévier la monarchie. C'est-à-dire que la monarchie était un moment, il y avait Dieu au-dessus du roi, et le roi n'était pas tout puissant comme le monarque absolu. Et donc cette espèce de délire de la monarchie qui a à un moment transgressé la limite qu'il y a entre le religieux et le politique, et qui finalement a fini par être puni. Parce que quelque part, en transgressant, elle a rendu la monarchie haïssable. À la Révolution française, qu'est-ce qui scandalisait le plus les révolutionnaires? C'était l'embastillement. C'est le fait du prince qui à un moment embastillait l'adversaire d'une manière parfaitement arbitraire. Donc là, on est dans une espèce de folie. Vous voyez? Donc oui... Et on voit, ça se retrouve dans plusieurs religions, même asiatiques. Parfois, on dit que le souverain est nommé au nom de la religion. Enfin, il est là au nom de Dieu. Le souverain n'est pas nommé. En général, il y a une descendance. C'est ça qui est intéressant, c'est que personne ne nomme le souverain. Puis, en général, le souverain avec une fonction symbolique et nullement politique. Hein, très souvent, on le voit au Japon. Par exemple, au Japon, l'empereur n'intervient absolument pas dans la vie politique. Il a le rôle, un petit peu comme en Angleterre, si vous voulez, d'assurer la pérennité. Si on est face à la Seconde Guerre mondiale, bien sûr. Oui, mais à un moment même, mais autrement, ce sont les politiques qui se servent à un moment de cette affaire. Donc si vous voulez, je pense que dans ces affaires entre le politique et le religieux, il faut vraiment séparer le bon grain de l'ivraie. Dites-moi 3 raisons d'acheter votre ouvrage. Écoutez, je crois qu'il y a la question, premièrement, est-ce que la discussion philosophique vous intéresse? Si la discussion philosophique vous intéresse, est-ce que la question du sens de la vie vous intéresse et vous paraît être une bonne question?
Et d'autre part, si à un moment, à la fois la discussion philosophique vous intéresse et la discussion sur le sens de la vie vous intéresse, est-ce qu'à un moment, la vision assez métaphysique n'est pas quelque chose qui va vous rebuter? C'est-à-dire la mise en relation à un moment de notre existence, que j'appellerais avec un plan d'existence fondamental, qui est de l'ordre de l'être, est-ce que c'est quelque chose que vous êtes prêt à accepter? Si la discussion philosophique vous intéresse, si la question du sens de la vie vous paraît pertinente, et si à un moment vous ne fuyez pas en courant parce qu'on va parler de l'être, alors effectivement, ben écoutez, ça vaut la peine de faire un petit détour par mon livre. Votre perception peut changer la perception du lecteur de sa propre vie? Parfois, il m'est arrivé effectivement de permettre à des lecteurs, oui, effectivement, de changer leur vie. Il y a une dame un jour qui est venue me voir à la fin d'un cours et qui m'a dit: Monsieur Vergely, je vous remercie, vous m'avez rendu le sens de la vie. Donc, vous voyez, il y a des moments, voilà, dans un monde, si vous voulez, peut-être qu'il y a des gens qui diront: écoutez, il y a quelqu'un dans la vie qui m'a aidé parce que je pensais que la vie n'avait aucun sens, et j'ai lu Bertrand Vergely, ça a changé ma vie, j'ai compris qu'il y avait un sens très profond dans l'existence. Voilà. Donc ça, peut-être que... Alors ça, c'est un miracle, ça ne m'appartient pas. C'est les bonnes surprises de la lecture et de la rencontre avec un lecteur. Un échange qui est parfois, non, c'est pas à vous de le dire, mais c'est au lecteur de vous le dire. Voilà, le livre ne m'appartient plus, il appartient au lecteur, et c'est eux qui vont décider ce qu'il sera. Ce qui est une très bonne école d'humilité et en même temps de belles surprises. Ce n'est pas la destinée de mon propre ouvrage. Tout comme un artiste n'a pas à s'auto-évaluer, voilà, c'est à ceux qui le... Et ça, c'est la communauté qui vous reconnaît. C'est à chacun son rôle. Moi, j'écris, la communauté, elle reçoit mes livres, puis c'est à elle de juger. Quand j'étais à un moment à la grande librairie, François Bunel m'a dit: est-ce que vous avez la vérité? Non, je n'ai pas la vérité. C'est les autres qui diront si ce que je dis est vrai ou pas. Moi, j'essaye de dire des choses vraies, mais qui est-ce qui, en définitive, dira si ce que je dis est vrai? C'est les autres qui diront: mais lui, il dit la vérité. C'est ça qui est intéressant. Maintenant, ça ne m'empêche pas, moi, d'essayer de dire des choses qui me semblent fondamentalement vraies. Mais le reste m'échappe. Vous savez qu'au Collège de France, il y a les humanités, puis il y a les scientifiques. Oui. Et il y a le côté, les scientifiques parfois ont un peu de mal avec les humanités, mais ils les respectent beaucoup parce que c'est compliqué, les humanités, plus compliqué qu'on pourrait le croire. Bien sûr. Alors que dans les études, on disait toujours que le littéraire, c'était le scientifique qui prenait le pas. Et puis ensuite, l'évolution de la société a fait que le scientifique était plus, on pourrait dire, en tendance, entre guillemets. Et donc, comment vous voyez le scientifique et les humanités, ça peut s'accorder? Écoutez, dans les gens intelligents, oui. Là, c'est une question d'ouverture d'esprit. Ça ne me vient pas à l'idée de les opposer. Oui. Donc, voilà. Or, faut-il que l'on ait affaire à des scientifiques responsables et à des humanistes responsables. C'est vrai que vous le disiez en préalable, il y a de l'éthique aussi dans le scientifique. Il y a l'éthique au-dessus de tout le monde. C'est-à-dire l'éthique n'est ni scientifique ni littéraire, l'éthique est éthique. L'éthique, c'est qu'à un certain moment, l'erreur, c'est de croire, certains scientifiques disent, oui, mais l'éthique, c'est la science. Non, l'éthique, c'est pas la science. La science, c'est la science, la littérature, c'est la littérature, et la littérature et la science sont tenues d'obéir à l'éthique comme on est tenu d'obéir à la loi. Quelle que soit sa spécialité, on a un sens à notre vie, quoi. Oui. Vous avez des gens que la question ne préoccupe pas, et parfois vous avez des gens qui dépriment et qui, bien qu'ils fassent de la science ou de la littérature, trouvent que la vie n'a aucun sens. Vous avez des prix Nobel, un prix Nobel de physique, qui est Stephen Weinberg, qui disait la vie n'a aucun sens. Donc quand il regarde l'univers, pour lui c'est de la matière, on est un accident de la matière. Ça n'empêche pas que dans le quotidien il y ait du plaisir à vivre. Mais ça c'est un problème métaphysique. Est-ce que métaphysiquement vous acceptez que la vie a du sens ou pas? Physique et science parfois ne font pas toujours bon ménage. Les scientifiques disent que la métaphysique n'est pas vraiment... Ah non, mais ils pensent que c'est... Mais en même temps, ils envient la métaphysique, parce que la métaphysique se prononce sur les choses fondamentales, et ils aimeraient bien avoir l'affaire aux choses fondamentales. Il y a une chose qui se passe, c'est que pour accéder au fondamental, il faut le recevoir, et pas simplement le maîtriser. Et si on parle, vous disiez que si on n'a pas de sens à sa vie, on tombe un peu dans la dépression, c'est ça? Ah oui.
Ça, c'est un fait, c'est-à-dire que parmi une grande partie des gens qui sont déprimés, il y en a un sacré paquet en France, plus les gens qui font des tentatives de suicide, les gens qui... Parfois c'est lié à leur environnement aussi. Hein. Mais c'est lié aussi, mais simplement c'est une perte totale du sens de la vie. C'est-à-dire qu'il faut bien apercevoir une chose très pratique, c'est qu'à un certain moment, vivre sans sens, ça a un effet pathologique, mortifère. Donc à un certain moment, les paroles, ça nous fait vivre. Et quand elles sont plus là, à un moment, ça se paye. Donc on ne peut pas vivre dans un monde dépourvu de sens. Ça, c'est l'utopie dans laquelle on est, l'utopie du désespoir qui nous fait croire qu'on pourrait vivre dans un monde dépourvu de sens. C'est une hypothèse, c'est une rêverie. Les paroles peuvent blesser. Les paroles peuvent blesser, les paroles peuvent tuer, les paroles peuvent guérir, et les paroles peuvent ressusciter. Donc c'est le pouvoir de la parole parce qu'on est des êtres spirituels et pas simplement matériels. On vit sur deux plans et si le plan spirituel en vous ne vit pas, à un certain moment, eh bien, plus rien ne va. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. Pour cette interview très très enrichissante. Merci beaucoup. Et puis je vous souhaite la meilleure suite possible dans vos œuvres, dans vos productions. Merci beaucoup. Et dans votre chemin de vie. Merci beaucoup, ce fut un plaisir.